Donc je pense que, Ouais, je moi je pense pense que que tout le Je monde. pense pas, que, pas forcément. à mon avis, C'est vrai que moi je pense que Ah oui, je pense que tout le monde, je pense aussi, oui. Vous allez entendre une série de témoignages recueillis lors d'un atelier animé par Brûlante à Mel. On a bousculé nos préjugés. Bienvenue dans la capsule post-jugée. Ils sont tous comme ça, voilà, on peut pas y faire grand-chose. bah oui, c'est... Oui, c'est vrai, oui, je suis. Je vais revenir sur un stéréotype que j'avais vers mes 20 ans environ, quand j'ai commencé à entendre parler d'homosexualité, de transidentité, de non-binarité. J'étais persuadé que c'était quelque chose d'assez récent et de nouveau. Et je pensais que les générations de mes parents et celles plus vieilles de mes grands-parents, arrière-grands-parents, c'était des choses auxquelles ils n'étaient pas confrontés et qu'on retrouvait dans ces générations-là moins de personnes aux identités, aux sexualités, on va dire, hors de la norme. Et puis en étant plus confronté à ces sujets-là, je me suis rendu compte que c'était complètement une idée reçue et qu'il suffisait de parler un peu avec ces personnes-là pour se rendre compte que souvent c'est qu'elles n'étaient pas outées ou ces personnes-là osaient pas en parler. Et donc c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il y avait nettement moins de ces personnes queer, on va dire, dans ces générations-là. Mais en 10 ans, en m'intéressant au sujet et en me rapprochant de la communauté, je me rends compte qu'il y a tout autant de personnes de ces générations-là qui sont concernées par ces sujets, qui sont peut-être un peu moins calées sur ces sujets parce que justement elles les gardaient secrets et c'était compliqué de développer une idée là-dessus si t'en parles pas avec des gens qui partagent ce truc-là. Mais en fait, tous les jours, on peut tomber sur des témoignages d'enfants qui font leur coming out auprès de leurs parents et qui se rendent compte que soit leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents sont aussi concernés par ces trucs-là et qui n'ont jamais osé en parler forcément. Donc voilà, ça a été un gros changement dans ma vision des choses, de me dire que en fait ces identités-là et ces façons de penser-là n'étaient pas nouvelles du tout. C'est juste que ce qui était nouveau, c'est qu'on en parlait enfin et qu'on pouvait les théoriser, entre guillemets, et mettre des mots dessus. Je suis NB, donc non-binaire, et j'utilise des pronoms masculins. Et pendant super longtemps, j'ai gardé l'idée préconçue qu'il n'était pas possible de parler de ces choses-là avec la génération de nos parents. Et par nos parents, du coup, j'entends 50 ans et plus aujourd'hui. Parce que dans ma famille, c'est un discours qui est toujours teinté d'un jugement. Et comment dire, ça m'a jamais permis de faire de coming out par rapport à ça. Donc déjà, la transidentité homme vers femme, femme vers homme, c'est déjà difficile à aborder, donc la non-binarité encore moins. Et donc je suis toujours partie du principe que c'était un sujet qu'il n'était pas possible d'aborder avec ni mes parents, ni la génération, leur génération, en fait. Avec la sensation que si tu fais un coming out, ça veut dire que tu vas devoir passer des heures à se justifier, à justifier, c'est ça. À avoir ton vécu remis en question. C'est ça, ce qui est assez violent. Et comment dire, c'est pas une conversation que tu as envie d'avoir avec les parents d'un ami ou les parents de ton conjoint. Et donc dans une majorité de cas, j'évite juste cette conversation, je me genre au féminin, même si ça me fait chier. On va dire que c'est plus facile pour tout le monde en fait, plutôt que d'avoir cette pesanteur-là dans les discussions. Tout ça pour dire que, voilà, c'est une idée que j'ai gardée pendant super longtemps sur cette génération-là. Je me suis dit, on parle pas de transidentité et encore moins de non-binarité avec les gens de cet âge-là. Et cette préconception-là, elle a été bousculée quand... Alors, je sais pas comment je vais formuler ça. Quand j'ai re-rencontré la mère de mon conjoint, c'est toi. Oui, je confirme. Qui avait été mise au courant en fait de mes pronoms, sans forcément rentrer dans le détail, mais qui avait été mise au jus et avec qui ça a même pas été un sujet de conversation en fait. C'était un non-sujet, c'était juste comme ça et j'ai
absolument pas senti de différence dans son regard par rapport à avant, ni dans les discussions. Oui, non-sujet dans le sens où elle n'a pas refusé Oui, non. catégoriquement. En fait, ça n'a pas été abordé et ça a juste été appliqué. Elle a compris tout de suite et... On lui a dit il a des pronoms masculins et donc il veut être désigné de cette manière et elle n'a pas questionné et elle m'a jamais mis mal à l'aise. Et ça, au-delà d'une réalisation, ça a été un soulagement de me rendre compte que j'avais la possibilité d'exister en tant que moi et dans mon identité non-binaire dans un espace qui n'était pas l'espace cloisonné de mes relations, de ma génération, de mon âge, de milieu queer très marqué en fait, et de me rendre compte que c'était juste possible d'avoir des échanges pour le coup intergénérationnels qui sont pas biaisés par une transphobie latente quoi. Donc voilà. Du coup, moi, un peu, le préjugé que j'avais, c'était par rapport à les hommes de la génération de mon père, donc les gens qui ont 50, 60 ans maintenant. C'est un peu un préjugé ces hommes-là sont très taiseux, pas dans l'expression de leurs émotions, et dans quelque chose enfin, d'internalisation des émotions. Et moi, je sais que je me suis jamais retrouvé là-dedans quand j'étais plus jeune, et je pense que ça a pu me faire souffrir de ne pas avoir comme exemple un homme de ma famille, vu que mon père c'est le seul homme de ma famille proche, parce que j'ai que des sœurs, qui assume en fait et montre ses émotions. Et ce préjugé a évolué quand mon père s'est séparé de ma mère et il s'est remarié. Et là, il est avec quelqu'un et en fait, je vois que ça lui fait beaucoup de bien. Et on est maintenant dans une relation où on communique beaucoup plus facilement et du coup, je sais pas si c'est un préjugé que j'ai parce que c'est l'image que j'avais des hommes adultes, parce que c'était le seul homme adulte de ma famille qui était présent. Alors du coup, je me suis dit tous les hommes adultes sont comme ça. Je pense que c'était aussi la situation qui voulait ça. Mon père devait pas être très heureux avec ma mère. Et, et peut-être que le fait de se libérer un peu de ça, ça lui a permis de remettre en question des choses sur sa façon d'être et son rapport à la communication en fait avec quiconque. Et donc ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour moi de pouvoir parler avec mon père de tout ça, de lui dire bah ouais j'aurais eu besoin de ça en fait plus jeune, tout ça, et puis il l'a entendu, et puis bon parfois il retombe un peu dans ses vieilles habitudes, c'est un chemin, mais en tout cas il y a un espace pour parler, et ça je pense que j'aurais jamais cru un jour qu'il y aurait ça. Et c'est un peu le préjugé que j'ai parfois avec des personnes de cet âge-là, de me dire bon je vais pas trop essayer d'aller sur ce terrain-là parce que ça va pas résulter à quelque chose quoi. Ouais. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a une quinzaine d'années de ça, je vivais en colocation avec deux nanas qui étaient beaucoup plus avancées que moi sur les questions de l'intime, même du féminisme, tout ça. Et voilà, ça m'a ouvert à plein de choses. Et entre autres, voilà, nous, on partageait notre quotidien, dont nos règles, qui d'ailleurs se calaient souvent, c'est pas qu'un mythe, je crois, ce truc-là. Et donc, il y en avait une qui utilisait la coupe menstruelle et qui expliquait pourquoi, en fait, pourquoi elle faisait ça. Donc, il y avait la question
écologique de pas avoir de déchets, la question aussi de santé, puisque en fait utiliser les produits jetables, c'est beaucoup de chlore et de plein d'autres produits dégueux que tu te mets dans le vagin ou qui sont en lien directement avec ta peau, tes muqueuses, et voilà. Et donc voilà, avec l'autre coloc, on s'est dit, bon, tiens, allez, on va s'acheter une cup. Alors c'est rigolo, tu sais, quand t'as tel âge, t'as pas eu d'enfant, tout ça, t'as telle taille, non, donc il y avait déjà tout ce processus de choix de la cup. Donc on a eu notre coupe. C'était rigolo, c'était une fille qui dessinait pas mal et donc elle a pas mal mis ça par dessin aussi. Elle faisait des petites BD du quotidien. C'est là, c'était gradué. Et j'ai fait 12 millilitres. Ah ben moi là, j'ai fait 3 fois 10 et tout. Enfin, bon, voilà, on était un petit peu sur des concours de remplissage. Et en même temps, tu te rends compte que. Enfin, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce que tu vois aussi. Je sais pas comment dire, tu vois tes règles en fait. Et tu vois la quantité de sang que tu perds, surtout dans les premiers jours là. Et tu comprends pourquoi tu es fatigué, pourquoi ça te met un peu mal et tout. Enfin. Donc voilà, il y a eu tout ce truc-là. Et puis un jour, en rentrant chez mes parents, je partage ça à ma mère et ma sœur. J'ai que 2 ans d'écart avec ma sœur, mais on ne vit pas du tout dans la même sphère, on va dire. Et voilà, et donc ça a été hyper mal reçu par ma mère et ma sœur, qui ont de suite eu vachement de réticence en disant que c'était dégoûtant. Enfin, même sans trop poser de questions, elles se faisaient une image du truc, que après, voilà, t'avais ta coupe avec du sang et que c'était sale et que... Enfin, voilà, puis tu mets ça dans les toilettes ou dans un lavabo. Voilà, le fait de voir, le fait de manipuler... voilà, alors que franchement, un tampon, c'est quand même vachement plus dégueu, enfin, moi, je trouve, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est l'histoire de la coupe, mais il y a eu aussi l'histoire des serviettes lavables aussi, et donc là c'était pareil, c'était dégoûtant, puis tu mets ça avec le reste du linge. Donc c'était dans ta machine à laver, et donc c'était aussi dégoûtant de laver son sang avec le reste des vêtements. Et une contrainte et une astreinte de devoir laver tes protections en plus de tout le reste que tu dois laver dans ta vie. Voilà, alors que pour moi, c'est juste remettre une serviette, mettre un truc en plus, une culotte, une paire de chaussettes dans ta machine. C'est pas non plus dingue, ça se lave très bien. J'ai jamais eu de mon linge qui est ressorti tout rouge parce qu'il y avait ça dedans. Voilà. Et donc voilà, bon, je sais pas, moi, elles savaient l'une et l'autre que j'utilisais ça depuis un moment. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, ma sœur me parle de sa cup, quoi, de sa coupe menstruelle elle aussi. Je dis, tu mets ça bah ouais, je me suis dit quand même, les tampons c'est dégueu. Et voilà, et elle s'y était mise, et à ce moment-là, on en a rediscuté, et je leur ai dit à ma mère et ma sœur, mais vous vous souvenez de la réaction que vous aviez eue quand moi j'ai amené ça en fait dans nos conversations il y a 15 ans, quoi. Et vous aviez été choquée, réticente et tout. Donc elle se souvenait. La remise en question n'est pas toujours évidente, mais en tout cas, elle disait, voilà, ma sœur avait pris conscience du côté. Alors elle, c'était plus le côté santé que le côté écologique. Mais voilà, elle avait pris conscience de ça et voilà, ça avait évolué. Et pour ma mère, finalement, c'était plus si dégueu que ça d'utiliser ces protections-là. Voilà. Et donc, je me dis. Aujourd'hui, dans les supermarchés, on trouve des culottes menstruelles. Avant, ici à Mel, il n'y avait que Plim qui faisait ça, la petite société là, qui s'était montée sur les serviettes lavables et les culottes menstruelles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est vachement démocratisé. Et donc, je pense que ça participe aussi de l'acceptation de ces générations. De celle de ma mère, mais aussi celles qui sont plus proches de moi, comme ma sœur, qui s'ouvrent en fait à ces trucs-là.
Donc je travaille depuis de nombreuses années avec de jeunes enfants. Et au début de ma carrière, je n'étais pas du tout sensible à la notion d'égalité filles-garçons. Je n'avais pas du tout cette attention-là. Et au fur et à mesure de ma carrière, en constatant, avec mon vécu, en constatant ce qui pouvait se passer dans ma classe, en échangeant avec des parents, en observant des situations, j'ai vraiment été bien plus attentive à ça, notamment par exemple dans les jeux d'imitation dans ma classe. Je suis aussi plus vigilante dans mon choix de lecture d'albums. Je veille à ce qui est les valeurs que je veux défendre à ce sujet maintenant. Donc c'est pas un projet spécifique dans ma classe, c'est plus dans le quotidien où je fais attention à certaines choses. Oui, alors j'en ai un concernant le crop top. Ma fille, à l'époque de 14-15 ans, qui était au collège, voulait en mettre régulièrement. Et pour moi, en fait, c'était comme si elle faisait de la provocation. Et donc, en fait, pour me convaincre, elle m'a donné ses arguments qui étaient que c'était plus un effet de mode et qu'elle voulait suivre la mode. Et au collège, ça lui paraissait important. Et puis, en fait, son corps lui appartient. Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, elle se respectait dans ses choix et c'est aux garçons d'apprendre à les respecter. Moi alors, je voudrais évoquer un endroit où il me semble que j'ai eu un préjugé à un moment de ma vie, je pense qui a plutôt eu lieu dans mon enfance, un peu après tout le long de ma vie, on va dire, du coup qui a changé maintenant aujourd'hui. En fait, ça concerne le rapport que j'ai eu avec ma mère. C'est-à-dire que je l'ai très peu connue et en fait tous les témoignages que j'ai eu d'elle en fait c'était des choses qu'on va dire qui ont été rapportés, c'était que des témoignages d'autres personnes et en fait justement tout ça a participé à un jugement vis-à-vis de ma mère et moi ça m'a amené à penser de ma mère beaucoup de choses assez dures parce que je pensais que justement elle avait été dure avec moi de par les témoignages. Je pense que en réalité je vais un peu éclaircir du coup ce que j'ai su de ma mère assez jeune et du coup comment ça a participé à mon jugement. En fait on m'a raconté du coup qui était une réalité, en tout cas que ma mère en fait semblait assez peu occupée de moi quand j'étais très jeune, quand j'étais nourrisson. En fait, elle est partie à peu près à mes 1 an, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui était assez inconsciente de ce qu'elle faisait, qui était perdue dans sa life, et en même temps qui venait d'avoir son premier enfant à 20 ans. Et bref, du coup, elle avait déjà un passif particulier. Bref, ce qui l'a amené en gros à dealer en fait, vendre différentes drogues quoi. Et ça l'a amené plus tard en fait en prison. Et tout ça a fait que quand en fait elle a dû partir du territoire. Et ce qui fait que en fait elle a été loin de moi pendant très longtemps. Et du coup voilà, autour de moi, il y a des gens que ça a mis en colère que tout ça soit passé. Elle quittait son enfant, tout ça, mais bon, juste dans ma construction, voilà, ça a joué plein de trucs qui étaient différents, bref, manque maternel, machin, tout ça. Mais juste par rapport, en fait, au jugement que j'ai pu avoir vis-à-vis de tout ça, c'est qu'en fait, j'en ai voulu à ma mère. Je passais par plein d'états, j'ai été en colère, j'ai été triste, tout ça, mais ouais, je pense que j'en ai beaucoup voulu pendant longtemps. Et en fait, bien des années plus tard, je l'ai rencontré ou re-rencontré, je sais pas trop ce que je dois dire. Et du coup, on a pu discuter et elle
elle a eu d'autres enfants. J'ai un petit frère et une petite sœur que je connaissais peu. Et en fait, moi, je suis le seul à savoir dans mon adelphité, quoi. C'est-à-dire entre mes frères et sœurs, quand je dis adelphité. À côté de l'existence, enfin, du passif de ma mère, tout ça. Enfin bref, et du coup, on a pu parler de tout ça au moment où on s'est retrouvés. Et ça a été vraiment un moment très intense, très sincère, très touchant, vraiment à cœur ouvert. C'était vraiment très fort. Et en fait, du coup, j'ai pu avoir son point de vue, quoi. Et en fait, évidemment, ça a été dur pour elle aussi, en fait, tout ça. Et juste, il y a eu un moment où, en fait, elle était en danger pour elle-même. Et même de rester avec moi, en fait, me mettait aussi en danger quelque part. Et du coup, ouais, bah, ça, je pense que ça me chamboulait dans la façon dont j'avais jugé tout ça, le rapport que j'avais eu à ma mère, quoi.